Coucou mon Pierrot, ça te dit de faire avec moi le bilan sur la mobilité horizontale des plaques lithosphériques? Oui? Bon, alors on va faire le bilan. Nous savons que notre planète, elle est découpée en plaques lithosphériques qui sont rigides, qui sont donc très peu déformables, mais qui sont très mobiles, enfin très mobiles c'est relatif, les unes par rapport aux autres. Alors on sait qu'il y a à peu près une quarantaine de microplaques, c'est-à-dire de plaques petites, et puis environ 14-15 grandes plaques principales. Donc la mobilité horizontale que Wegener avait déjà perçue aux alentours des années 1920, c'est ça, Wegener, oui, aux alentours des années 1900-1920. Donc c'est l'expression, cette mobilité horizontale, d'une certaine dynamique, en fait, beaucoup plus profonde, qui va affecter le manteau sous-lithosphérique, autrement dit, qui va se placer sous la croûte continentale ou océanique, et en dessous encore, il y a le manteau lithosphérique, l'ensemble des deux faisant ce que l'on appelle la lithosphère océanique ou continentale. Eh bien, ce dynamisme, il affecte ce qui se passe sous la lithosphère. Ça veut dire qu'au niveau de l'asténosphère, qui est moins rigide, la lithosphère va pouvoir se déplacer de manière plus ou moins importante. Et donc, on va pouvoir quantifier les mouvements de ces plaques grâce à diverses techniques, à divers mécanismes que nous allons expliquer globalement. Alors, nous allons parler, donc si on donne le plan de ce que l'on va lire, de ce que l'on va faire, expliquer, eh bien, là, on va voir que la géodésie spatiale va permettre de mesurer de manière très précise les mouvements des plaques lithosphériques. Ensuite, on verra qu'il y a d'autres indices géologiques du déplacement des plaques, notamment les anomalies magnétiques des fonds océaniques, qui vont nous permettre de voir de manière symétrique par rapport à l'axe de la dorsale, qu'il y a des anomalies donc, qui reflètent le fait que les deux demi-lithosphères vont se déplacer de manière divergente par rapport à l'axe de la dorsale océanique. Tu me dis, petit Pierrot, si je me trompe. Alors ensuite, ce sera l'apport des forages océaniques. On verra qu'on parlera de sédiments directement au contact des basaltes supérieurs de la croûte, qui vont nous donner également des informations sur la vitesse et sur le déplacement des plaques lithosphériques. Nous verrons également que des volcans de points chauds nous apportent également des informations quant au déplacement des plaques. Comment? Oui, des points chauds. Ce sont des volcans de points chauds, petit Pierrot. Oui. Donc ces volcans de points chauds, comment? Oui, des volcans de points chauds nous apportent des informations sur la vitesse de déplacement des plaques. Ensuite, nous verrons qu'il y a des marqueurs des zones de divergence et des zones de convergence, avec notamment des marqueurs thermiques, des marqueurs géothermiques. Donc on verra qu'il y a un flux géothermique qui nous apporte des informations également. Des marqueurs sismiques aux frontières de plaques, donc marqueurs thermiques aux frontières de plaques, marqueurs sismiques aux frontières de plaques. Alors les marqueurs thermiques pourront correspondre à un excédent d'énergie, de flux géothermique ou à moins d'énergie thermique. Donc on verra ça selon que l'on se place dans les dorsales océaniques ou dans les zones par exemple de subduction. Donc marqueurs sismiques également aux limites de plaques et marqueurs pétrologiques, c'est-à-dire correspondant à des roches bien précises selon les contextes géodynamiques bien précis. On y va Pierrot? On va commencer par la géodésie spatiale qui est une mesure du mouvement de quoi? Dis-moi Pierrot. Du mouvement des plaques lithosphériques. Oui, lithosphériques. Alors la géodésie spatiale, une mesure du mouvement ou des mouvements plutôt des plaques lithosphériques de manière très fine. Alors les satellites géodésiques vont envoyer à la surface de la Terre donc des signaux qui vont être recueillis par des capteurs. Donc ces satellites géodésiques sont en orbite évidemment autour de la Terre et ils permettent de connaître de manière très précise le positionnement de balises que les géologues vont placer ici et là sur les plaques lithosphériques. Donc un petit peu partout à la surface de la Terre. Donc on place des balises
hein, qui vont recueillir les données envoyées par les satellites géodésiques et faire en sorte que on va pouvoir mesurer de manière très précise, au millimètre près, le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres, et donc on va pouvoir déterminer ce que l'on appelle des mouvements relatifs et des mouvements absolus. Les frontières de deux plaques adjacentes peuvent être animées de certains mouvements. Alors, soit il y a des mouvements de rapprochement, soit il y a des mouvements d'éloignement. Au niveau des dorsales océaniques, il y a éloignement de deux demi-plaques lithosphériques, donc on est bien à ce moment-là dans une zone de divergence. Vous prenez par exemple à peu près le milieu des océans, il y a des rifts océaniques au niveau desquels du magma, alors sous forme de lave en fait, puisque les gaz se seront échappés, va venir combler un rift océanique, bon, durcir, etc., etc. Il y a des mécanismes que nous verrons dans un autre cours. Et finalement, on va former une plaque lithosphérique océanique au niveau des dorsales océaniques. Donc là, on est bien dans des mouvements de divergence au niveau des dorsales. Mais il y a également des frontières de plaques qui sont des mouvements de convergence, bien Pierrot, c'est-à-dire rapprochement de deux plaques au lieu qu'il y ait un éloignement. C'est le contraire en fait. Donc au niveau des zones de subduction, mais également au niveau des zones qui forment des chaînes de montagnes et que l'on appelle des zones de collision continentale. Donc il existe des mouvements de coulissage également, hein, si on pense à la faille de Sant Andreas, c'est un glissement horizontal de deux plaques l'une contre l'autre. Donc voilà, petit Pierrot, hein, pour la géodésie spatiale qui permet de mesurer de manière très précise les mouvements de plaques. Alors pour le détail, évidemment, se reporter au cours concernant la géodésie spatiale. Maintenant, passons à une autre partie des cours qui correspond au petit 2, donc aux indices géologiques du déplacement des plaques lithosphériques. Et là, on va essayer de voir l'apport des anomalies magnétiques au niveau des fonds océaniques en relation avec ces plaques lithosphériques. Les basaltes sont des roches magmatiques qui sont émises au niveau d'un volcanisme effusif, alors soit de type point chaud, soit de type soit au niveau des dorsales océaniques, enfin du rift des dorsales océaniques, parce que la dorsale océanique c'est l'ensemble d'une, je dis pas d'une montagne, mais d'un soulèvement important, d'une accumulation de basalte, de gabbro, etc. Et le centre de tout ça, c'est la formation de ces plaques lithosphériques, en fait, correspondent, donc se fait au niveau du rift des dorsales. Alors, les basaltes ont la capacité de conserver le champ magnétique terrestre au moment de sa formation. Donc des magnétomètres qui vont pouvoir mesurer, en fait, au niveau des échantillons de roches, la trace du champ magnétique ancien. Alors on parle là de paléo-champ magnétique ou de paléomagnétisme. L'étude des roches montre que la polarité du champ magnétique a subi au cours des temps géologiques de nombreuses inversions. Donc on peut avoir nord-sud, sud-nord. Donc des inversions qui sont dues, on le sait, c'est le noyau externe de la Terre qui est liquide, qui contient beaucoup de fer, et des mouvements engendrent en fait un champ magnétique assez puissant. Donc, en effet, à certaines époques, appelées périodes inverses, les pôles magnétiques nord et sud étaient inversés par rapport à la situation actuelle, donc on est là en 2021. Ces changements de polarité sont parfaitement documentés et ont pu être datés avec précision en domaine continental, ce qui a permis de construire ce que l'on appelle le calendrier des inversions magnétiques. Les relevés que l'on peut effectuer au niveau du plancher océanique de type basaltique, donc on a une roche qui est du basalte, va révéler les anomalies du champ magnétique, et selon les endroits, son intensité est soit plus grande que la valeur moyenne, on parle à ce moment-là d'anomalies positives, soit plus faible, à ce moment-là on parle d'anomalies négatives. Et ces anomalies vont permettre de construire un profil magnétique en ce que l'on appelle
peau de zèbre, donc en noir et blanc, avec des bandes qui auront des largeurs différentes, donc grossièrement parallèles et symétriques par rapport à l'axe de la dorsale océanique. Autrement dit, au moment où les basaltes sont émis au niveau du rift des dorsales océaniques, eh bien, il y a un champ magnétique terrestre qui est inversé. Il y a un champ magnétique quelqu'un est venu dans la salle, c'est étrange. Ouh là 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 là. Quelqu'un qui ne savait pas que je faisais mon enregistrement. Donc, je disais qu'on a des anomalies de champ magnétique qui peuvent être des anomalies négatives ou des anomalies positives et que l'on peut enregistrer sur un profil que l'on appelle un profil en peau de zèbre. Alors, la mise en relation du profil magnétique du plancher océanique avec le calendrier des inversions magnétiques a permis de dater indirectement les basaltes du plancher océanique pour montrer que les basaltes sont d'autant plus vieux que l'on s'éloigne de part et d'autre de l'axe de la dorsale. Alors cette répartition des âges montre bien qu'il y a une expansion océanique qui s'effectue bien à partir du rift océanique, c'est-à-dire de l'axe de la dorsale océanique. Et les nouveaux matériaux rocheux qui s'y forment vont s'en éloigner latéralement, donc de part et d'autre, avec une certaine vitesse. Et lorsque l'on connaît précisément l'âge des basaltes, eh bien, on peut alors calculer la vitesse d'expansion océanique, que l'on exprime en général en centimètres par an, et donc ce qui correspond à la vitesse de divergence des plaques lithosphériques à partir de la dorsale océanique. Alors on peut définir des dorsales qui sont rapides et des dorsales qui sont lentes. Par exemple, au niveau de l'océan Pacifique, on a plutôt des éloignements de l'ordre de 15 cm par an, alors que dans l'océan Atlantique, on a plutôt des éloignements de l'ordre de 2-3 cm par an. Donc on a bien des vitesses qui expriment la capacité d'une dorsale à faire arriver, entre guillemets, ou à former, entre guillemets, donc des planchers océaniques. La vitesse d'expansion de l'Atlantique Nord lors des 2 derniers millions d'années est environ 4 cm par an, soit une divergence de 4 cm par an des plaques nord-américaines et eurasiatiques, pour prendre cet exemple-là également. Donc voilà pour les anomalies magnétiques. Maintenant, concernant l'apport des forages océaniques, tu veux faire la lecture, Pierrot? Non? Alors je fais. De nombreux forages sont réalisés dans les océans et ils ont confirmé qu'il y a une expansion océanique et une divergence des plaques au niveau des dorsales océaniques. Les sédiments les plus profonds, bien sûr, ont le même âge que les basaltes qu'ils recouvrent, donc en prenant juste les basaltes qui sont en superficie, mais il faut remarquer que plus on s'éloigne de la dorsale, et plus les sédiments, bien entendu, sont épais, et plus les couches au contact des basaltes sont anciennes. Alors, ce qui paraît logique. Par exemple, dans l'océan Atlantique Nord, la croûte océanique la plus ancienne, donc datée du Jurassique, soit environ 175 millions d'années, 180 à peu près, se trouve proche des continents américains et européens, et en se rapprochant de la dorsale, les basaltes sont de plus en plus récents. Ainsi, si on connaît la répartition géographique de l'âge des basaltes de la croûte océanique, on peut calculer la vitesse de divergence des plaques. Cette vitesse va être variable d'une dorsale à l'autre. Comme je vous ai dit, on peut avoir 2 à 3 cm par an au niveau de l'océan Atlantique et, je vous ai dit, 16 cm par an au niveau de l'océan Pacifique. Maintenant, que nous apportent les volcans chauds, donc volcanisme de points chauds, donc qui sont d'immenses masses de magma qui arrivent à certains endroits pour percer la lithosphère. Alors, sur notre planète, il y a plusieurs grands alignements d'édifices volcaniques qui sont éteints. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ces volcans sont éteints? Eh bien, à l'extrémité de ces volcans, on a un volcanisme actif, comme par exemple le Kilauea, au niveau de l'île Hawaï, près de l'île Hawaï. Donc, ces volcans sont qualifiés de volcans intraplaques et ne sont absolument pas aux frontières de plaques. Alors ce sont des bizarreries de la géologie. Donc, dans la plupart des cas, ils sont situés loin d'une frontière de plaques. Ça a été le cas par exemple en Auvergne,
où il y avait un volcanisme de points chauds. Et puis ces volcans sont éteints actuellement, on le sait bien. Alors pourquoi? Eh bien ces volcans sont qualifiés d'intraplaques, on l'a dit, et dans un alignement, les volcans sont d'autant plus vieux qu'ils sont plus éloignés du volcan actif. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ces alignements, ils proviennent de l'activité d'un point chaud, qui est une région fixe du manteau profond, qui envoie vers la surface un panache de matériel très chaud, qui peut avoir plus ou moins la forme d'un champignon. Donc le haut de ce chapeau va percer à force de pression qui s'accumule, vont finir par percer la lithosphère et donc s'épancher, épanchement d'une roche basaltique. En fait, donc c'est plutôt un volcanisme effusif. Donc, on a dit que le point chaud, c'est une région du manteau profond qui envoie vers la surface un panache de matériel chaud, et les magmas issus de ce manteau, anormalement chaud, perforent épisodiquement la plaque lithosphérique située au-dessus du point chaud. Alors, ces points chauds constituent donc des repères, et la datation des édifices volcaniques qu'ils engendrent et la mesure des distances séparant ces volcans permettent de calculer des vitesses et de connaître les directions de déplacement des plaques. Donc, par exemple, les alignements volcaniques situés dans l'océan Pacifique ont permis de reconstituer les mouvements de cette plaque au cours des 65 derniers millions d'années. Alors, en effet, lorsque le point chaud émet son panache sur la surface, donc de manière effusive, eh bien, lorsque la plaque lithosphérique se déplace, par exemple dans le nord-ouest, lorsque l'on se place pas très loin des îles Hawaï, eh bien, ça veut dire que ce panache, cette percée, qui envoie ce matériel très chaud, reste en place. Tandis que la plaque se déplace, elle entraîne le volcan qui était actif et qui devient de ce fait inactif. Donc on a tout un alignement de volcans inactifs qui prouve qu'il y a un déplacement en fait des plaques lithosphériques. Donc ces points chauds sont bien évidemment des repères qui sont fixes et la datation permet de calculer la datation des volcans qu'ils engendrent, donc permet de calculer des vitesses en fait et d'ajouter à la géodésie spatiale, aux anomalies magnétiques, etc. Donc des preuves, des témoins, comme quoi il y a bien non seulement un déplacement des plaques lithosphériques, mais également une création de ces plaques au niveau des dorsales océaniques. Donc les points chauds sont bien des témoins de déplacement de ces plaques. Alors, donc voilà, concernant cette partie du programme, concernant les anomalies magnétiques des fonds océaniques, l'apport des forages océaniques et l'apport des volcans de points chauds. Passons maintenant aux marqueurs de divergence des zones. Alors, passons maintenant donc. Alors, j'ai un problème. Désolé mon Pierrot, mais ça peut arriver qu'on ait des problèmes. Ah. Bon alors, donc c'est pas grave. Alors, donc on a des marqueurs des zones de divergence et des zones de convergence. Alors, zone de divergence, on sait bien que c'est au niveau de la dorsale océanique, on le répète sans cesse. Les zones de convergence, c'est zones au niveau des zones de subduction, donc contact géodynamique des zones de subduction, et des zones de collision. Les frontières de plaques en convergence et celles des plaques en divergence présentent des marqueurs géologiques différents qui permettent de caractériser ces zones. Alors on peut avoir tout d'abord des marqueurs thermiques, où la notion de flux géothermique est importante. Donc le flux géothermique, il est mesuré en surface et il correspond à la dissipation de la chaleur interne du globe. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du globe, il y a de la chaleur, il faut bien que cette chaleur s'évacue, soit par conductivité, comme on avait vu dans un autre cours, soit par convection de matériaux de manière beaucoup plus importante et de manière beaucoup plus efficace. Le flux géothermique a une valeur moyenne de 85 mW par mètre carré, mais sur les continents, on se place plutôt à 65 mW par mètre carré.
et dans les océans plutôt à 100 mW par mètre carré. Le flux géothermique présente des variations importantes selon les régions. Il est en moyenne plus élevé en domaine océanique qu'en domaine continental et selon les contextes géodynamiques. Le flux géothermique est beaucoup plus élevé au niveau des dorsales océaniques par rapport à la moyenne de 87. On dépasse des valeurs souvent importantes. Donc ces anomalies thermiques positives sont liées à la remontée asténosphérique dans l'axe des dorsales et à la présence de magma à l'origine de la croûte océanique. Donc ça veut dire, ça conforte bien tout ce qu'on a dit depuis le début de ces cours, c'est que la création des plaques lithosphériques se fait bien au niveau des dorsales océaniques. Par contre, au niveau des zones de subduction, il y a un flux thermique qui est très contrasté. En effet, à l'aplomb des fosses océaniques, le flux est plus faible que la moyenne. Cette anomalie correspond au plongement de la plaque océanique froide dans la sténosphère, ce qui impose un flux géothermique donc qui est beaucoup plus faible, qui est relativement beaucoup plus faible. Donc à l'inverse, au niveau de l'arc volcanique, le flux thermique est plus élevé du fait de la présence de magma au sein de la croûte. Alors il y aura ici, dans ces zones-là, donc une espèce de volcanisme explosif et donc des matériaux très chauds qui vont également être émis vers la surface. On peut également, au niveau de ces limites de plaques, avoir des marqueurs sismiques. Donc on a des zones de subduction qui présentent une répartition caractéristique des foyers des séismes. Les foyers sismiques sont de plus en plus profonds en allant de la fosse vers l'arc volcanique, pouvant atteindre jusqu'à 690 à 700 km de profondeur. Alors ce qui est anormal, parce que si on se dit il y a des séismes à 700 km de profondeur, on se dit c'est pas possible, parce qu'on est censé être aux environs de la sténosphère, qui est moins rigide, moins cassante, qui n'est pas cassante. Or, ça prouve bien que s'il y a des séismes dans ces zones-là, c'est parce que quoi? Eh bien parce que la lithosphère océanique plongeante, rigide, cassante, se trouve dans ces profondeurs. Donc au niveau d'une dorsale océanique et des chaînes de montagnes, on a des foyers de séisme qui restent par contre eux superficiels. Superficiels c'est relatif, hein, jusqu'à 50 km quand même, hein, et ils sont très dispersés dans le cas des chaînes de montagnes et en revanche très localisés, très près de l'axe des dorsales. Voilà. Ensuite, on avait des marqueurs pétrologiques. On a fait un cours très complet également sur les marqueurs pétrologiques. Donc, on a trois contextes géodynamiques, les dorsales, les zones de subduction les zones de collision. Donc là, on a une pétrographie très précise, c'est-à-dire la nature des roches est très précise. Et on aura des roches grenues, des roches microlithiques et plusieurs types de roches qui vont avoir la même composition chimique, etc. Je vous invite à aller voir mon cours complet sur les marqueurs pétrologiques. Les dorsales fabriquent dans leur axe des roches magmatiques qui s'intègrent à la croûte en formation. On est là dans une zone d'expansion océanique. Et en profondeur, on a des gabbros, ce sont des roches plutoniques à la texture grenue. Et en surface, on aura plutôt des basaltes, enfin, on a des basaltes qui sont des roches volcaniques à la texture microlithique. Mais ces deux roches, gabbro et basalte, ont la même composition chimique. Ils ont donc les mêmes minéraux. Et ce qui les distingue, c'est simplement la texture. Microlithique pour les basaltes et grenue pour les gabbros. La couleur sombre de ces roches témoigne de la teneur faible en silice. Donc on est plutôt entre 45 et 52%. Donc on parle de roches sombres. À l'opposé, on aura les roches claires qui sont représentées par exemple par les granites. Alors les zones de subduction, elles, produisent des roches magmatiques aux teintes variables. Elles peuvent être plus claires que celles de la croûte océanique car elles sont plus riches en silice. Donc on a des pourcentages supérieurs à 53%. En profondeur se forment des roches plutoniques à texture grenue comme les diorites ou les granites, qui ont bien entendu une texture grenue et non microlithique parce qu'ils sont cristallisés lentement en profondeur et entièrement. Donc ces roches s'intègrent à la croûte continentale et en surface le volcanisme produit plutôt des roches de texture microlithique, c'est l'andésite et la rhyolite.
Voilà, qui ont également donc les mêmes compositions chimiques 2 à 2, mais ce qui les distingue, encore une fois, c'est bien la texture, soit microlithique si la roche est volcanique, soit grenue si la roche est plutonique. Des magmas peuvent également se former au sein de la croûte continentale, dans les zones de collision, et dans ce contexte, la teneur en silice est souvent supérieure à 66%, donc là on aura des roches claires et non pas sombres. Il se forme alors principalement des roches claires plutoniques de la famille du granit. Donc on n'a pas d'équivalent volcanique en fait. On a plutôt des roches, on a bien des roches plutoniques. Donc voilà, on a fait le bilan. Nous avons fait le bilan concernant ce cours. Nous en avons fini, n'est-ce pas Pierrot? Le cours est terminé. Merci. Au revoir. Un petit peu de musique. Allez, un petit peu de musique. C'est où la musique? Ah, je trouve pas la musique. Un petit peu de musique, mon Pierrot. Allez, au revoir tout le monde. À bientôt. Marrant ce petit Pierrot. C'est bien d'avoir un petit Pierrot pour faire des cours. Hein. Allez, au revoir. N'oubliez pas que je fais des lectures aussi. Le corbeau et le renard, Pierre et le loup, le petit chaperon rouge, Berliquette, la fée Berliquette. Qu'est-ce que j'ai fait encore la chèvre de Monsieur Seguin. Voilà, allez voir tout ça, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Si ça vous plaît, évidemment. Allez, au revoir, Pierrot.